Bonjour Martine. Bonjour Myriam. C'est un plaisir pour moi de te recevoir à Rabat, au campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Euh, on s'est loupé de 6 mois dans nos vies, mais on s'est dit qu'on allait se revoir et au Maroc. Moi, j'ai quitté Edelman en janvier 2021. Tu as rejoint Edelman en août 2021. Oui. Et tu es une personnalité médiatique au Québec. Tu es vraiment la représentante aussi beaucoup de la communauté haïtienne. Oui, nous sommes plusieurs. Plusieurs, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, tu es une papesse de la communication au Québec. Pas pour papesse, mais j'essaie. Ok. Et en fait, l'idée, c'est de discuter un peu avec toi, de comprendre ton parcours, et puis cette perspective un peu nord-américaine, mais très ouverte et très portée sur le monde. Qui es-tu, Martine? Alors, d'abord, je dois te dire que je suis absolument heureuse d'être ici. Je suis époustouflée par le campus et par la mission de la Story School. Donc, c'est pour ça que je crois que j'ai accepté en 5 secondes l'invitation. Alors, comme tu l'as dit, je suis chez Edelman. Je suis la directrice générale du bureau de Montréal. Et avant, j'avais ma propre boîte pendant 18 ans. Je pensais jamais que j'allais quitter cette boîte. Et puis, l'offre était superbe. Et puis, comment dire non à Edelman? C'est quand même la plus grosse agence de communication au monde et qui rejoint un peu ce qui est important pour moi, c'est-à-dire d'utiliser les plateformes pour raconter des histoires qui doivent être entendues et avec cet aspect international. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel. Magnifique. Est-ce que je peux te demander quel est le client ou peut-être quelle est la mission en ce moment sur laquelle tu travailles qui t'anime le plus? Il y a plusieurs choses. Je dirais, ce qui est intéressant avec les grandes entreprises aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre sensibilité. Parce que les attentes des clients et les attentes des employeurs ont complètement changé dans les dernières années. Alors, j'accompagne plusieurs PDG dans leur portrait exécutif, si tu veux, dans leur changement. Et moi, je prime beaucoup le leadership empathique. Et je pense que les leaders aujourd'hui qui n'ont pas cette empathie ne vont pas durer parce que justement, les attentes ont changé, les réalités ont changé. Donc moi, j'adore travailler sur ce genre de mission, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises, d'accompagner les dirigeants pour ce nouveau monde. Et puis tout ce qui est génération Z aussi. Je suis très allumée par ça parce que je trouve que c'est une génération qui sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Et cette génération nous force, moi je ne suis pas de la génération Z, mais nous force aussi à être meilleurs. Et je pense que ce changement social, on le voit à travers le monde. Et ce changement est absolument mené par cette génération. Comment tu la décrirais, cette génération? Intelligente, sensible, ouverte, des fois intransigeante, ce qui n'est pas nécessairement toujours bien, mais il y a une intransigeance qui nous force à être meilleurs collectivement. Et puis, c'est pas pour diminuer les autres générations. Je pense que les autres générations, par exemple, comme celle de mes parents, c'est qu'ensuite, sont des générations absolument importantes qui ont placé des fondations essentielles. Mais la génération Z, plus ouverte au monde, et ça, c'est extrêmement important, plus sensible. Et pour moi, la sensibilité, c'est une force. Et pendant longtemps, on voyait ça comme une faiblesse, alors que c'est une force, et c'est ce que j'aime beaucoup avec la génération Z. C'est une question de mindset, la génération Z? Mindset, mais je pense aussi qu'il y a des événements qui les ont marqués. Quand on regarde aux États-Unis, il ne faut pas minimiser l'effet des fusillades dans les écoles, par exemple. Alors, vous imaginez, vous êtes un jeune, vous êtes à l'école, et puis il y a des fusillades, ou bien... Alors ça les rend plus sensibles. Je pense aussi cette ouverture à l'identité de genre, l'identité fluide, etc. Ça les rend vraiment plus ouverts. Il n'y a pas de frontières pour cette génération-là. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et on le voit dans leurs discours. Et puis, c'est surtout qu'ils responsabilisent les entreprises. Ils responsabilisent les générations d'avant et ça, c'est important. Sur des questions, par exemple, comme l'équité, la justice sociale, l'ouverture, les changements climatiques, tout ça, c'est extrêmement important. L'urgence climatique, aujourd'hui, on la ressent pourquoi? Parce que cette génération nous force à être plus sensibles à ça. Aujourd'hui, quand un membre de la génération Z choisit un employeur, ce qui est important pour lui, c'est où l'employeur se situe dans les changements climatiques, dans l'inclusion, dans l'équité, dans la parité. C'est extraordinaire. Moi, quand je suis entrée sur le marché du travail, je n'étais pas préoccupée par ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour ces jeunes. Est-ce qu'un jeune au Canada a les mêmes préoccupations qu'un jeune à Haïti ou qu'un jeune au Maroc ou à Dakar ou à Paris? Ouais, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a plusieurs choses en commun.
Je pense que si on revient sur les changements climatiques, moi, je suis haïtienne d'origine. Haïti, c'est très jeune comme population. Je crois que l'âge moyen, c'est 19,3. 19,3. Les changements climatiques, c'est extrêmement important parce qu'ils le vivent. Ils voient la déforestation. Aujourd'hui, il y a des inondations. Cette semaine, il y a eu des inondations graves en Haïti. Donc, ils le ressentent. Et ça, c'est vrai pour tous les jeunes. Donc, je pense que cette préoccupation-là, elle est internationale pour cette génération. Je pense que la justice sociale aussi. Ça, c'est tous les jeunes de 19 ans. Si on prend quelqu'un qui a 19 ans dans le monde aujourd'hui, c'est une préoccupation. Même ceux qui ne sont pas touchés par ça sont sensibles s'ils voient de la justice sociale ailleurs. Et c'est ça qui est différent, c'est cette ouverture. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup plus centré sur notre quartier, nos communautés respectives, alors que là, il n'y a plus ces frontières. OK. En termes de communication, comment on peut utiliser ça pour ce genre de cause et Ouais, c'est eux qui nous disent. C'est eux qui nous disent. En fait, cette génération, si on prend un jeune de 19 ans, ça a toujours été le groupe d'âge qui a fait changer les choses. Dans les années 80, c'est le groupe d'âge qui a fait changer l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. La guerre du Vietnam aux États-Unis dans les fin des années 60, début des années 70. Donc, ce groupe d'âge a toujours été très actif. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux. C'est eux qui nous montrent comment bien les utiliser. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de se mobiliser différemment. Aujourd'hui, par exemple, si une entreprise a une position qui ne plaît pas à cette génération-là, l'entreprise va le savoir rapidement. Parce que cette génération va se mobiliser sur les réseaux sociaux, va faire des boycotts peut-être, mais surtout va mettre la lumière sur ce qui dérange. Alors les autres, nous, on fait attention, on dit mais ok, on ne savait pas. Et ils nous le montrent maintenant. Et c'est comme ça. Alors, côté communication, c'est qu'ils sont capables de réaliser un produit eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Alors, ça a absolument influencé comment les entreprises communiquent aujourd'hui. Parce qu'on comprend que leur manière de faire est efficace. Donc, on s'adapte à ça. OK. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra embaucher plus de jeunes? Toujours. Moi, je pense que on parle beaucoup de diversité. La diversité, ça veut dire quoi? Ma définition, ça veut dire qu'autour de la table, on doit avoir des gens d'abord de tous les âges. Absolument tous les âges. L'expérience, ça compte encore. Oui. Alors, il faut avoir des gens plus matures. Il faut avoir une neurodiversité aussi. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Nous ne pensons pas tous de la même manière. Donc, par exemple, pour moi, d'avoir quelqu'un qui a un trouble d'autisme, par exemple, si on peut avoir ce genre de neurodiversité-là, c'est important parce qu'ils réfléchissent différemment. Alors, c'est un atout. Diversité dans la classe sociale, diversité dans l'éducation, parité, pour moi, c'est non négociable. On ne peut pas être les femmes 50% de la population mondiale et ne pas se retrouver autour des tables les plus importantes, décisionnelles. Pour moi, c'est un non-sens. Et puis, évidemment, la diversité de religion et diversité de background ethnique aussi. Tu parles de femmes. On reçoit demain 3 femmes de la communication, du monde de la communication, donc venant d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Est-ce que la communication, c'est un monde de femmes? On décrit ça souvent comme étant la directrice de la com. Ouais. Souvent, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est au niveau leadership, est-ce qu'il y a une parité? Je pense que souvent, au niveau de gestion, au niveau directeur, au niveau VP, il y a des femmes. Mais au niveau PDG, est-ce qu'il y a plus de femmes? C'est un peu comme la communication au féminin est différente, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou moins bonne, mais elle est différente. Et c'est ça aussi avec la diversité qui est important. C'est pas meilleur ou moins bon, c'est différent. Mais regardons par exemple le monde des médias et les journalistes. Une femme qui couvre la guerre va la couvrir différemment qu'un homme qui couvre la guerre. Une femme qui couvre la guerre, et on a un exemple aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, va peut-être raconter l'histoire des femmes et des enfants d'Ukraine différemment. Encore une fois, pas mieux, pas moins bien, mais différemment. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la parité et une diversité. C'est la même chose dans la communication que toi et moi nous faisons. Notre approche, ce qu'on va voir, ce qu'on va capter, peut être différent de ce que nos collègues, nos homologues masculins vont voir et vont capter.
Ok. Est-ce qu'il faut le qualifier? Est-ce qu'on peut parler de... Allez, je cherche ton point de vue. Ouais. Est-ce qu'on peut pas parler de leadership féminin ou de communication au féminin, comme tu viens de mentionner? C'est drôle parce que pendant longtemps, j'hésitais à utiliser le terme leadership au féminin. Ok. Et je vais te donner un exemple concret. Il y a une banque au Canada, une des banques les plus importantes, qui avait un programme pour accompagner les dirigeantes femmes. Donc, un programme de bourse, etc. Mon directeur de banque m'a dit, c'est pas possible. Il a appelé toutes ses clientes pour dire, voilà, on a un programme de bourse pour vous accompagner. 50%, on dit non, nous, on a travaillé toute notre vie pour être vus et considérés comme des hommes dirigeants. Aujourd'hui, on ne va pas prendre une bourse leadership au féminin. Alors, une femme pour deux ne veut pas être qualifiée de PDG, femme ou leadership. Et ça, c'est important parce que c'est un rappel que nous ne sommes pas un groupe monolithique. C'est ça. Alors, 50% ont dit oui, c'est super. Et il y a des entreprises qui se spécialisent dans le leadership au féminin, tant mieux. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle IWF, qui est le International Women's Forum. Et la majorité des femmes-là ont eu à se battre pour arriver où elles sont. Donc, est-ce qu'elles veulent être nécessairement qualifiées qualifier leur style de leadership au féminin? Je ne suis pas certaine. Alors, tout ça pour te dire que moi, ma réponse personnelle varie, dépendamment du cas, mais je veux rappeler que nous ne sommes pas un groupe monolithique. Comme les jeunes. En fait. Comme les jeunes. On en parlait. Même chose. On en parlait il y a quelques minutes. Ouais. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as un rôle modèle? Moi, ma mère et mes tantes sont tous des modèles pour moi, c'est-à-dire des femmes immigrantes qui sont arrivées très jeunes au Canada, ont été les premières de tout là, dans leur milieu collectif, et puis qui se sont jamais plaints et qui ont créé pour mon frère, pour moi, pour mes cousins, un monde d'opportunités. Okay. Et ça, tout en s'assurant que nous restions très proches de notre culture haïtienne, mais aussi très proches de la culture québécoise et la culture canadienne. Donc, moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait ce mix de cultures et mes parents, je parle de ma mère et mes tantes parce que pour les femmes, c'est encore plus difficile. Ma mère, elle a accouché de moi, elle est retournée travailler 2 semaines après. Puis il n'y avait pas de congé de maternité à l'époque. Et ça, c'est vrai pour toutes les femmes qui travaillaient dans les années 70. Alors, c'est vraiment pour moi des modèles de rigueur, mais aussi beaucoup d'amour et d'opportunités. Donc, pour moi, ce sont mes modèles. Je pourrais nommer des gens que je n'ai jamais rencontrés dans ma vie, mais pour moi, de voir ces femmes évoluer dans un milieu qui n'était pas nécessairement propice pour les femmes. Des battantes et qui se sont fait des superbes carrières. Je trouve que qu'il faut le rappeler des fois. Magnifique. Mais en fait, c'est des femmes battantes, des femmes fortes, qui ont la niaque. Est-ce que c'est un mot qui te parle? Oui, oui, absolument. Et puis, je pense que, tu sais, quand il y a eu ce mouvement de revendication pour la justice sociale à partir de 2020, c'est toujours existé, mais à partir de 2020, il y a eu ce crescendo. J'ai beaucoup pensé à la génération immigrante qui est arrivée dans les années 60, parce que j'ai dit, eux, ce qu'ils ont vécu, c'est des trucs terribles, mais ils n'avaient pas les plateformes pour revendiquer ou pour raconter leurs histoires. Alors ça veut dire qu'ils ont vécu avec des traumatismes, ils ont gardé ça. Ça ne peut pas être facile. Alors que nous, dès qu'on n'est pas content, on a plein d'outils pour se plaindre ou pour revendiquer. Et eux n'avaient pas ça, et je pense souvent à ça. Est-ce que les outils de communication aujourd'hui ou les plateformes de communication facilitent cette compréhension ou cette réalité? Oui. Ou est-ce que ça ne diminue pas la... Non, je crois que c'est important parce qu'on entend des récits qui nous sensibilisent plus à des choses qui ne sont pas nos réalités. Et c'est ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire que, surtout quand il y a des personnalités publiques qui ont dit « Attendez, moi, je vais vous dire comment ça se passe ». Je pense que pour des millions de gens, ça a été un éveil brutal. D'accord. Et des millions de gens ont dit « Ah oui, on ne savait pas. On ne savait pas que c'était si grave. » Aujourd'hui, parce qu'on a eu 2-3 ans de
de partage, de témoignage, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. C'est impossible parce qu'on a les images, on a les témoignages. Et c'est ça que la communication moderne, entre guillemets, a pu faire. C'est-à-dire de faire avancer les combats parce que maintenant, on est plus au courant, on est plus sensibilisé. Est-ce que c'est un combat que tu mènes pour le récit haïtien? Toujours, mais moi, j'ai toujours fait ça. Parce que j'ai eu la chance de toujours aller en Haïti en vacances depuis que mon premier voyage avait 3 ans et puis j'y retourne beaucoup. J'ai travaillé en Haïti et Haïti a toujours été mal représenté dans les médias, toujours. Encore plus depuis le tremblement de terre, donc de rectifier le tir, de raconter notre histoire, de permettre à d'autres de témoigner, de montrer l'autre côté de la médaille. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, mais regardez ce qui marche et ce qui est beau. Alors moi, j'ai toujours fait ça. Alors, un de mes mandats préférés de toute ma carrière, ça a été pour le ministère du Tourisme d'Haïti. Okay. C'est un mandat que j'ai eu après le tremblement de terre. Alors, imagine que le mandat, c'était... Oui, il y a toute une ville qui a été affaissée, mais on a aussi des belles plages. Il faut trouver il faut avoir une sensibilité, il faut trouver... Mais ça a été un mandat qui a bien marché. On a eu de très bons partenaires, Air France, Transat, JetBlue, Marriott, parce que... Et puis, avec une ministre aussi qui était excellente en communication, qui pouvait vendre de la glace à un Esquimau. Okay? Elle était vraiment très bonne. Donc, on a pris des risques, on a présenté Haïti différemment, on a utilisé des outils. Instagram venait de commencer, des nouveaux outils de communication, et ça a été pour Haïti très rentable jusqu'à une crise politique, évidemment, sans surprise, qui a un peu remis à zéro le compteur. Donc, c'est toujours à recommencer. C'est un des défis d'Haïti, il faut toujours recommencer cette histoire. Mais il y a des choses simples. Et c'est là où il y a je dirais, la communication citoyenne est extraordinaire. Je me souviens qu'en 2015, il y a eu un important article dans la presse. Et c'est un article positif sur Haïti, mais ils ont mis une image de dévastation. C'est la population qui a écrit à la presse pour dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi cette... » Et la presse a changé la photo. Donc, il y a une responsabilité sociale aussi, je pense, qui est importante. C'est ce que les entreprises comprennent avec la communication aujourd'hui. Quand on voit des entreprises qui se prononcent sur des enjeux, et c'est quoi les enjeux qui préoccupent les consommateurs et les employés? Encore une fois, la menace climatique, les injustices sociales, la parité. Les entreprises doivent se prononcer sur ces enjeux-là. C'est extrêmement important parce que les entreprises, on leur fait confiance. On fait plus confiance aux entreprises qu'au gouvernement. Donc, ces entreprises doivent avoir une responsabilité sociale. Pourquoi est-ce qu'il y a une perte de confiance dans les médias? À cause de ce que la presse a fait. Mettre une photo qui n'est pas représentative. Depuis 2 ans, on voit que ça remonte la confiance dans les médias parce que quand il y a des crises à l'international, c'est là où on se rappelle l'importance des médias traditionnels. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine. On a besoin de ces repères. Des grands médias, et ça, c'est important. Mais je pense aussi que le citoyen a de plus en plus d'influence. Et ça c'est pas mal quand même à voir. C'est même très bien. Non, c'est sûr. Voilà. Bah justement, tu parles de confiance. On sait que Edelman sort un baromètre de la confiance chaque année qui mesure la confiance des citoyens en fait, envers 4 institutions, donc les médias, le gouvernement. Trump contre Biden. Ils ont mobilisé les gens. Leurs stades sont devenus des bureaux de vote. Ils ont donné congé à leurs employés. Il n'y avait pas de match la journée de l'élection pour que les gens aient voté. Ils ont fait ça pendant la pandémie. Les stades sont devenus, les arénas, pardon, pas ça, les arénas sont devenus des centres de vaccination. Et c'est cette implication qui est communautaire, mais qui dépasse les communautés de la NBA. Bon, aujourd'hui, c'est la justice sociale, brutalité policière, c'est leur combat. Donc, tu sais, quand ils ont mobilisé le jour de l'élection, ils n'ont pas dit aux gens pour qui voter. Ils ont dit, mais vous devez voter. Voici les enjeux de cette élection. Donc, il y a cette éducation, si on veut, politique, civique aussi, qui est extrêmement importante. Et on les voit très impliqués. Aujourd'hui, c'est aussi la violence, c'est aussi les armes à feu, qui est un problème. C'est pandémique aux États-Unis, ce problème. La NBA est très engagée dans ça, c'est-à-dire pour faire changer les législations. Alors, tout ce qui est aussi santé mentale,
la NBA a un programme de santé mentale, c'est extraordinaire parce qu'encore une fois, ça revient un peu au travail que David Stern avait fait avec le VIH et le sida. C'était pour déstigmatiser la santé mentale. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont un programme pour les joueurs, mais aussi ils sensibilisent les consommateurs à ça. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, on parle de la santé mentale d'une manière bien différente et plus sensible qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc, la NBA, pour moi, à plusieurs niveaux. Et Tu en parles avec passion, en tout cas. parmi tout ça, et malgré tout ça, avec tout ça, demeure très rentable. Donc, on n'a pas sacrifié la rentabilité d'une entreprise pour son engagement social. Tu as travaillé pour les entreprises et les ONG. Voilà. Est-ce qu'il n'en manque pas une? Les gens. Les gens. Mais c'est les gens qui décident. C'est-à-dire, c'est eux qui nous disent. Les gens qu'on sont des gens, sont des consommateurs et sont des employés. Donc, je pense que ce qui est important dans le baromètre, premièrement, pour nous, ça nous permet de faire la communication différemment. Les chiffres du baromètre me permettent de rappeler à des dirigeants, il y a un enjeu qui se passe là. Vous ne pouvez pas rester silencieux parce que vos employés, vos consommateurs s'attendent à vous entendre sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'actualité. Et moi, les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de résistance, c'est normal, ça vient avec un risque. Et les chiffres me permettent de vendre mon point. Mais il y a toujours un risque. Sauf que pour moi, il y a des chiffres qui sont absolument intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, la newsletter d'une entreprise a plus d'influence qu'un journal. Donc, pendant la pandémie, si la newsletter d'une entreprise, vous devriez prendre votre deuxième vaccin, voici pourquoi c'est important, ça avait plus d'influence qu'un médecin qui allait parler à Radio-Canada. C'est fou, ça. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à son PDG. On fait moins confiance au PDG à Zorro. Mais son PDG ou sa PDG, on lui fait très confiance. Donc, ce PDG ou sa PDG a une responsabilité. Super. Et aujourd'hui, on en est où justement par rapport aux médias versus le gouvernement, par exemple? À l'époque de Trump, il y a eu un gros chamboulement. Je veux dire, les médias ont regagné en confiance quand ils en avaient perdu juste avant son élection, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, comment... Alors, pour le baromètre de 2023, on a vu qu'il y a une remontée dans la confiance dans les médias. Au Québec, par exemple, parce que au Canada, on a 2 baromètres. Un pour le Canada, un pour le Québec. Au Québec, on a vu que ça remontait plus qu'ailleurs. Il y a une confiance des gouvernements pendant la pandémie, pour les gouvernements qui ont pris en charge, qui ont bien géré la pandémie. On a vu qu'il y avait une augmentation de confiance. Même chose avec, finalement, les scientifiques. On a réalisé que oui, il faut leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Donc ça, finalement, ce sont des gens qui ont la lumière qu'ils méritent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la confiance dans les gouvernements diminue. C'est ce qu'on voit en 2023. Qu'est-ce que les gens veulent? On parle d'Amérique du Nord ou est-ce que c'est global, au niveau global. Okay. Pourquoi? Parce que les gens trouvent que les gouvernements prennent trop de temps pour régler les problèmes. C'est pour ça qu'on veut que les entreprises en fassent plus. On veut que les entreprises accompagnent les gouvernements pour régler les problèmes. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois qui est très bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une crise migratoire aux États-Unis. Une crise d'immigration, ça divise, ça polarise absolument les 2 partis qui ont un point de vue différent, le Parti démocrate et républicain. Et il y a des entreprises comme Nestlé, par exemple, Walmart, Target, qui ont dit à l'administration Biden, on va travailler avec vous sur cette question migratoire. Et ce qu'on va faire, comme il y a beaucoup de gens qui viennent du Mexique, du Guatemala, nous, on va créer des emplois là-bas pour s'assurer qu'il y a moins de gens qui est acquittés, parce que ce sont des réfugiés économiques. C'est une migration économique. Alors, les entreprises qui travaillent avec le gouvernement, c'est ce que nous, on veut, pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus efficace. OK. Comment c'est perçu quand on arrive chez un PDG, qu'on lui dit qu'il faut qu'il en fasse plus pour la société? Ça dépend. Ça dépend. Et puis, en même temps, moi, tout ce que je peux faire, c'est conseiller. Je ne peux pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Il y a des PDG qui ressentent le besoin de le faire. Il y en a d'autres qui ont peur. Encore une fois, ce n'est pas un groupe monolithique. Des fois, les PDG sont très influencés par leurs enfants. Okay. Surtout pour la crise climatique, dire qu'on doit en faire plus, parce que moi, j'ai un jeune à la maison de 15 ans là, qui m'apprend
qui m'éduque et qui s'attend à plus. Alors, on doit le faire. Et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, quand je parle de la génération Z qui influence, voilà un autre moyen soupçonné d'influencer. Mais des fois, les PDG ne veulent pas. On ne peut pas les forcer. Et puis, des fois, ils le font. Et puis, il y a un backlash. Donc, on les accompagne dans ce backlash. Mais à long terme, souvent, les backlash, si c'est fait, si l'intention est bonne, ça revient en ordre assez rapidement. Se repositionne. Oui, c'est sûr. Ce serait quoi pour toi le défi aujourd'hui en communication pour les entreprises? Mis à part celui-ci, vraiment d'intégrer les... C'est les valeurs. C'est les valeurs. Je pense que les entreprises doivent diriger avec leurs valeurs et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est d'avoir un plan assez robuste pour que quand il y a un backlash, la compagnie ne change pas. C'est-à-dire que voici qui nous sommes. On ne va pas changer parce que 3% de la population n'est pas contente, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les mécontents qui crient le plus fort. Alors, il ne faut pas perdre le focus et je pense que c'est vraiment de garder ces valeurs. C'est un défi parce que des fois, ça peut changer, c'est normal, mais ça ne change pas tant que ça. Coca-Cola, je suis assez certaine que leurs valeurs aujourd'hui sont les mêmes qu'en 1960. D'accord. Donc, c'est un des plus grands défis, ouais. Une entreprise qui est un modèle pour toi? La NBA, la Ligue nationale de basketball américaine, sans hésitation. C'est une entreprise qui est capable d'être rentable et qui a une mission sociale. Et ça fait partie de son identité, cette mission sociale. La NBA a eu comme revenu cette saison 10 milliards de dollars américains. D'accord. L'année dernière, elle a fait 6 milliards, pardon. Ça veut dire qu'elle a presque doublé ses revenus, mais elle demeure extrêmement engagée. C'est-à-dire que s'il y a une question, s'il y a un enjeu social, on s'attend à ce que la NBA se prononce. Et les fans, les joueurs, les propriétaires d'équipes sont dans le buy-in, they get it. Okay? Nous, c'est notre ligue et voilà. Mais aussi, ils ont un commissaire qui s'appelle Adam Silver, qui est très sensible à ces joueurs, qui préoccupe ces joueurs, parce que les joueurs sont jeunes. C'est notre génération. Donc, qu'est-ce qui préoccupe ces jeunes? Il est très à l'écoute de ça. Qu'est-ce qui préoccupe nos clients, c'est-à-dire ceux qui achètent des billets? Alors, je vais te raconter une histoire qui, pour moi, est emblématique de l'influence de la NBA. Le prédécesseur de Adam Silver s'appelait David Stern. C'est son père spirituel, d'ailleurs, qui est décédé. En 1993, 93, oui, peut-être 92. La star de la NBA, c'était Magic Johnson. Okay. C'est la star de Los Angeles. Il a été atteint du VIH. Là, on est en pleine crise du sida. David Stern a dit à Magic, je ne vais pas te laisser tomber. Ils ont fait une conférence de presse pour annoncer le diagnostic. David Stern s'est plongé tête première dans tout ce qui était VIH, sida, pour comprendre la maladie, pour accompagner Magic Johnson. Il a fait des événements de levée de fonds, il a fait des événements de sensibilisation. Et il était toujours vu à côté de Magic, en train de le prendre des accolades. En faisant ça seulement, il a cassé un tas de stéréotypes. Et le stigma que c'est contagieux, tout ça. Il a amené des partenaires avec lui, des corporations. À eux seuls, ils ont changé l'image du VIH. Ça, c'est énorme parce que, entre-temps, l'Afrique se mourait avec le sida. D'autres pays qui n'avaient pas des Magic Johnson aussi. Alors, le fait que la NBA David Stern ait embrassé cette cause pour dire qu'il faut combattre ça, ça a pu financer des recherches. Les compagnies pharmaceutiques ont pu développer plus rapidement certains médicaments. C'est ça qui a réussi. Le trickle-down de l'implication de la NBA a été international à cause de ça. Et pour moi, c'est l'exemple parfait de l'influence et de l'engagement social de la NBA. Alors, une fois qu'il y a eu ça, la NBA n'a jamais reculé devant des combats sociaux, jamais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Ça serait quoi les combats sociaux de la NBA?
justice sociale, sont très impliqués lors de l'élection de 2020. Donc, moi, et d'être ouvert à d'autres marchés et sensible aux cultures locales aussi. Sensible à ça, c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est pour ça que cette entreprise réussit si bien. C'est ce souci du détail, de comprendre qu'ils ne savent pas tout, d'amener de nouveaux partenaires, développement de marché. C'est extraordinaire. Tu faisais la comparaison avec la NBA Afrique. Oui. Est-ce que tu as travaillé avec la NBA Afrique? Non, ou, non. me suivi un petit peu Oui, je suivais beaucoup parce que je me souviens quand Barack Obama venait de quitter la Maison-Blanche, ça c'était un de ses premiers mandats, de travailler avec NBA Africa. Ok, super. J'ai l'impression qu'on retourne en fait sur peut-être la première chose que tu as dite au début de la discussion sur l'empathie. Oui. Est-ce que la NBA réussit parce qu'elle est Absolument. empathique? Parce que le patron, Adam Silver, est un leader empathique. Il y en a d'autres. Hein. Regarde Tim Cook de Apple. Pour moi, c'est un PDG empathique. Ok. Et pour les employés, c'est extrêmement important d'avoir un dirigeant qui a une empathie. C'est pour ça que les PDG doivent accepter ça et aussi se conformer, entre guillemets, d'être plus sensibles. On parlait de santé mentale, c'est extrêmement important. Les PDG doivent comprendre ça, doivent comprendre l'anxiété des employés ou des consommateurs et mettre en place des plans pour les rassurer, mettre aussi des plans pour leur donner accès à l'aide, peut-être qu'ils ont besoin à l'accompagnement. Donc pour moi, le leadership empathique, c'est notamment ça. Ok. Formidable. On passe à travers un certain nombre de questions. C'est super. Peut-être une question locale. On est au Maroc. Bon, tu n'as pas eu le temps encore de vraiment visiter ou te balader, tu viens d'arriver. Mais ton feeling par rapport à ce qu'on devrait faire en termes de communication? Déjà, ce que je dois dire, et ça c'est important, c'est que ça fait longtemps que je suis sensibilisée au Maroc parce que j'ai grandi avec notamment des amis marocains. C'est une communauté que je sais solidaire, chaleureuse et surtout généreuse. Moi, c'est l'image que j'ai du Maroc. À date, ce que je dois dire, c'est que dès l'arrivée à l'aéroport, tout était clair, et j'ai senti ce côté chaleureux depuis l'aéroport. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites qui est très bien. Mais il faudra me poser la question peut-être à la fin du voyage, mais à date, 10 sur 10. Ok, merci. Je vais peut-être retourner alors une petite question peut-être encore sur la NBA et puis on conclurait un peu sur les combats que tu mènes toi personnellement. Mais par rapport à la NBA, il y a une communication qui a été faite sur Netflix, que je pense tout le monde a vu, de Last Dance. Est-ce qu'il faut communiquer? Ça passe aussi par les plateformes en fait, de streaming aujourd'hui, un peu de cinéma, un peu de... La com s'arrête où? Elle commence où? Parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment... Oui. Ouais. En fait, ce qui est bien aussi avec la NBA, quand je parlais d'ouverture, aujourd'hui dans la Ligue, il y a 16 joueurs actifs qui sont nés en Afrique. Il y a le patron des Raptors de Toronto est nigérien. Donc, ça n'aurait pas été le cas il y a 15 ans. C'est-à-dire que cette ouverture sur le monde... Et quand il y a 16 joueurs actifs qui sont nés en Afrique, mais il y a aussi plusieurs joueurs qui sont de l'Europe de l'Est, par exemple, ce qui était très rare avant. Donc, il y a vraiment ce mix de joueurs et ça sensibilise les consommateurs aussi à cette partie du monde, ce qui est extraordinaire. The Last Dance, pour moi, c'est comme une licorne. C'est-à-dire, c'est très rare parce que des accès incroyables à des archives. Donc, c'était de raconter l'histoire du basket avec une autre perspective. Et il ne faut pas oublier que cette série est sortie pendant la pandémie. Exactement. Donc, tout le monde était à la maison. Et regardez. Mais c'est la qualité des archives. Et puis, c'était de montrer... Pour moi, ce que ce documentaire a montré, c'est que le sport est un microcosme de la société. C'est beaucoup plus que ce qu'on voit sur le terrain de basket. Et ça nous a montré ça, c'est-à-dire l'arrière-scène, l'impact social, l'impact culturel, l'impact économique. Quand on parle de Jordan Effect, ce que ça veut dire, je suis sûre que si tu fais un tour dans ton bureau aujourd'hui, il y a au moins une personne qui porte des Air Jordan. Et ça c'est l'impact de la NBA et de Michael Jordan. Donc, pour moi, c'était un documentaire extraordinaire parce qu'on parle de marque, on parle de l'équipementier Nike aussi. Pour moi, Nike, c'est au même niveau que la NBA côté communication. C'est-à-dire communication efficace,
une autre entreprise qui est très rentable, mais très engagée aussi. Donc, c'est possible. Des fois, les dirigeants et les dirigeantes, ils ont peur parce qu'ils se disent, ouais, mais si on s'engage, on va peut-être perdre de l'argent. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. 63% des consommateurs s'attendent à ce que les marques se prononcent sur les enjeux sociaux. Nike a une tagline qui est vraiment qu'on utilise tous, just do it. Just do it. C'est juste extrêmement puissant. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de donner ce spirit, en fait, cet esprit, ce mindset qui rassemble un peu tout. Donc, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, entre guillemets, sociale ou qui s'attaque aux enjeux sociétaux doit être partout ou elle doit... C'est dur d'être partout. Qu'est-ce qu'elle cible, en fait? Parce que la NBA fait beaucoup de choses. En Afrique, aux États-Unis, au Canada, etc. Nike aussi. Déjà, si on se compare à ce genre d'entreprise-là, est-ce qu'il faut être partout? Est-ce qu'il faut cibler une cause ou une après l'autre? Comment on attaque ça? Bah, là, tu parles de deux entreprises qui existent depuis longtemps. C'est plus facile, mais leur valeur ne change pas. La valeur de la NBA en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, les valeurs sont les mêmes. Équité, justice sociale, c'est la même chose partout. C'est la même chose avec Nike, comme équipementier partout. Et la preuve, ils ont des athlètes sur tous les continents. Et je pense que le défi pour les entreprises qui souhaitent être partout, c'est-à-dire que si les valeurs sont claires, c'est comme pour un individu. Toi, si tu voyages, quel que soit tu voyages, tu demeures la même personne. C'est ça. Tes valeurs sont les mêmes. Même si, dans certains endroits, tu dois respecter des règles culturelles, mais tes valeurs ne changent pas. C'est la même chose pour les entreprises. Ok. Super, c'est hyper intéressant. Si on revenait à toi, rapidement. Si on doit, oui. Non, si on doit, on veut. On a beaucoup parlé d'empathie, on a beaucoup parlé de valeurs, on a beaucoup parlé de causes sociales et d'engagement des entreprises et du rôle d'une entreprise aujourd'hui dans l'évolution de la société. Quel serait en fait le combat de Martine? Alors, combat, c'est un grand mot parce que je dirais plutôt mission, pas combat. Ok. Pour moi, c'est sûr que l'équité, la parité, la justice sociale, c'est extrêmement important. Mais si je devais faire un dessin de ce qui me représente ou mon combat, c'est moi, j'imagine une table et je veux qu'il y ait plein de chaises autour de cette table. Et souvent, je suis dans des situations, je me dis, OK, la voix de qui est-ce qu'on n'entend pas là? Dans ce qu'on est en train de discuter, qui est un enjeu majeur et qui aura des répercussions. Et je dois me le rappeler parce que des fois, on oublie ou des fois, on le prend pour acquis. Et je me dis, OK, il y a une voix qu'on n'entend pas. C'est sûr, c'est laquelle? Donc, c'est toujours m'assurer que les gens soient vus et entendus. Ça, c'est mon leitmotiv, si tu veux. Et comme je dis, c'est facile d'oublier ou d'entrer dans un moule et de se le rappeler. Je pense que c'est important. Mais je te dirais que la justice sociale, pour moi, c'est primordial parce que j'ai été privilégiée toute ma vie, chanceuse toute ma vie, et j'ai des plateformes. Et je pense qu'on doit se rappeler que lorsqu'on a ce genre de plateformes et de privilèges et d'accès et d'opportunités, on doit faire partie de la solution. Et ça aussi, on doit se le rappeler tous, souvent. Magnifique. C'est sur ces mots qu'on vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Au nom de la Story School, merci infiniment, Martine. Merci. On a hâte à la conférence de demain. Oui, moi aussi. Merci. Allez, au revoir.